Merci Jacqueline. Je vais passer la parole à Jonathan pour le collectif Tzedek. Ouais, alors j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être un peu plus court pour qu'on puisse avoir une interaction même en dehors. Pour nous présenter brièvement, nous, Tzedek, ça fait bientôt 2 ans qu'on existe. On est un collectif de juifs anticolonialistes, ou forcément décoloniaux. Et il y a 3 axes dans notre combat. Le premier, c'est le racisme d'État, et donc contre la hiérarchisation des formes de racisme, en partant du principe qu'en fait, nos racialisations ont des origines communes. L'antisémitisme, l'islamophobie, ça commence en 1492 avec l'Inquisition et la Reconquista. Ça correspond aussi à une année qui est le début du colonialisme et indirectement du génocide des indigènes sur le continent américain. Et dans ce laps de temps qu'il y a entre le début de la colonisation et l'apparition des races au sens pseudo-biologique, pseudo-civilisationnel et après conspiratoire au début du 19e siècle, il y a une période coloniale en fait qui permet de justifier pour la civilisation blanche et chrétienne ces principes de racialisation. La deuxième chose, c'est de revendiquer notre antisionisme, mais pas anticolonialisme. Le sionisme n'est qu'une idéologie suprémaciste et nationaliste qui tire son inspiration à travers les États-nations européens. Et donc, c'est une forme de racialisme comme une autre. Et évidemment, de porter une voix juive contre l'apartheid et contre la colonisation, parce qu'on ne peut pas faire aussi comme si on n'avait pas une forme de responsabilité là-dedans. Souvent, j'entends dire que ça ne nous concerne pas parce qu'on est des juifs et des juifs en France, mais il faut arrêter tout de suite avec ça. Israël, c'est pas la Finlande, Andorre ou Luxembourg pour nous. Dès lors que vous avez un semblant de vie qui n'est même pas forcément communautaire, cette question revient sur la table. On a quasiment toutes et tous de la famille là-bas. On a quasiment... si vous allez dans une synagogue, il y a une prière qui est généralement dédiée à l'État d'Israël. Et le plus grave et le plus important, c'est qu'il y a tout un narratif qui s'est construit autour de notre racialisation, qui est instrumentalisé, à proprement dit, par des personnes, par le même courant pseudo-civilisationnel qui a racialisé les juifs et les juifs. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve à l'épicentre de ce combat du narratif d'une pseudo-civilisation judéo-chrétienne. Moi, si on parle de civilisation judéo-chrétienne, je rappellerai que les pogroms au XIXe siècle qui ont frappé l'Europe de l'Est, c'est l'Europe blanche et chrétienne. Auschwitz, c'est l'Occident. Partant de ce principe-là, c'est important de dire qu'en fait, du coup, on a une responsabilité là-dessus et que ce génocide, c'est aussi le nôtre. Pourquoi ? Parce que les institutions pseudo-représentatives des juifs et des juifs, qui sont accompagnées par une république qui se radicalise au même titre que le sionisme et de plus en plus à droite et en fait de plus en plus décomplexée, se sentent toutes puissantes parce qu'en France, on est clairement très minoritaire. Alors, nous, on est très contents, chez Tzedek, on est entre 250 et 300, je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux et nombreux, mais en fait, si on compare aux centaines de milliers de personnes que représente la communauté, que ce soit au sens organique ou plus large, des personnes issues de couples mixtes comme moi, c'est peanuts, c'est rien. Et si ces institutions pseudo-représentatives se sentent aussi fortes aussi, c'est parce qu'on est très très peu à porter ces voix. En tout cas, en Europe. Je pense que le cas américain et le cas anglais est un peu différent, mais l'histoire n'est pas la même. Tu parlais de l'Afrique du Sud. Je pense que c'est important justement de prendre ce pays en exemple et de rappeler que parmi les personnes qui sont battues aux côtés de Mandela et qui bénéficiaient d'un statut de blanc, donc qui sont des réfugiés qui ont fui aussi une forme de racialisation, c'était quasiment que des juifs et des juifs dont les familles avaient fui les pogroms à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle en particulier, des nations pogromistes comme la Lituanie. Je parlais de Joe Slobo, il y a sa femme Ruth First qui en a payé les frais de la manière la plus brutale, c'est-à-dire qu'elle a été assassinée. On peut en citer d'autres, Bittstein, etc. Mais ces personnes-là représentaient moins d'1% de la communauté juive, et elles n'étaient pas supportées par les institutions pseudo-représentatives de la communauté juive. C'était une minorité de juifs communistes qui, eux, par contre, se sont battus jusqu'au bout pour ça. À la chute de l'apartheid, donc ces institutions pseudo-représentatives, parce que les créditer en fait d'une représentation, ce serait quand même rentrer aussi dans le jeu de l'essentialisation, ont construit tout un narratif en prenant ces personnes comme exemple, tout en omettant le fait qu'elles étaient extrêmement minoritaires à cette battue.
je ne vais pas faire de transposition parce que les contextes sont un petit peu différents, mais aujourd'hui, quand on voit que des personnes qui se sont tuées pendant le génocide, qui, certes, sont des opposants, et des opposants à Netanyahou, les Delphine Orwiller, une partie des sionistes de gauche, etc., aujourd'hui commencent à tirer la sonnette d'alarme d'un coup, bah oui, il y a un génocide depuis des mois, et ne font pas le lien avec le processus de racialisation, de déshumanisation, et même, moi je dirais, de bestialisation des Palestiniennes et des Palestiniens, qui est un processus ininterrompu depuis la Nakba, qui fait partie du fondement même de l'État d'Israël, c'est une hypocrisie sans nom. Et vous verrez que, après, certains diront oui, mais on s'est positionné, etc., sur la fin. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si je dis ça, c'est parce que ce projet qui est pseudo-civilisationnel, en fait, ne peut pas se faire si nos voix n'existent pas, d'une part, de l'autre, si on ne le met pas en lien et en corrélation avec ce qui se passe ici et ailleurs. Le processus de fascisation globale et ce qui se passe en Israël, c'est un projet, c'est aussi un projet de l'Occident. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, on parle souvent d'Israël comme une base arrière de l'Occident. Moi, je pense qu'il faut arrêter aussi de mythifier la toute-puissance d'un État qui n'existe que parce que les pays dans lesquels on vit ici le permettent. Les armes, les composantes, les partenariats économiques et universitaires, le jour où ça diminue, même pas où ça s'arrête, où la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, toujours du bon côté de l'histoire, et les États-Unis arrêtent, Israël n'est pas aussi fort. C'est à la fois une base arrière, mais aussi c'est une forme de l'avant-garde du fascisme. Et pour rentrer dans ce truc de civilisation judéo-chrétienne, hein, qui est pour moi un non-sens historique, absolu, et une insulte à notre mémoire, je pense que c'est, tu vois, moi je pense que c'est important de parler par exemple de l'Irlande. Moi je me rends assez régulièrement en Irlande occupée, où on a des camarades. L'Irlande est le seul pays d'Europe actuellement où vous avez des drapeaux palestiniens absolument partout aux fenêtres. Et je pense que le projet est très clair. Lorsque vous allez en Irlande occupée, dans les rues de Belfast, vous avez des frontières. Ce sont littéralement des murs qui séparent les deux communautés. On essaie de faire croire que c'est une guerre de religion alors que c'est une guerre coloniale. Et dans les quartiers loyalistes où la majorité des personnes sont protestantes et dans les quartiers catholiques où les gens sont irlandais, d'un côté et de l'autre, vous allez voir des drapeaux israéliens, de l'autre des drapeaux palestiniens. D'un côté, vous allez voir des slogans islamophobes, de l'autre des refugees welcome. D'un côté, vous allez voir des drapeaux LGBT à côté d'un drapeau du FPLP. De l'autre, vous allez voir des slogans fascistes avec des appels littéralement pogroms. C'est pas pour rien si Belfast a été la seule ville dans laquelle il y a eu des émeutes raciales au Royaume-Uni en dehors de l'Angleterre. Et donc, quand je dis que ce génocide, c'est le nôtre, c'est que non seulement nous, on a une part de responsabilité en tant que juifs et juifs, mais on ne peut pas faire croire non plus que le mouvement social a joué le jeu. Je suis désolé de le dire, mais dans l'interstice qu'il peut y avoir entre, je dirais, l'autonomie des luttes, au sens large du terme, hein, c'est pas que Toto, tout cassé, etc., mais parmi les personnes en fait, qui font évoluer les mouvements depuis là où elles sont, que ce soit dans le féminisme, l'écologie, l'antiracisme politique, etc., et la politique institutionnelle qui est aujourd'hui incarnée par une rupture, disons-le clairement, par la France insoumise, il n'y a rien, aucune considération. On n'a pas réussi à faire en sorte que les syndicats bloquent activement des portes, empêchent des livraisons d'armes. Et ça en dit beaucoup sur nos faiblesses, en fait. Parce que non seulement il y a l'urgence là-dessus, mais si on le met en corrélation avec la dynamique fasciste au niveau mondial que vous avez décrit, hein, qui est incarné notamment par les frontières, qui est incarné par une islamophobie d'État, etc. En fait, c'est pas qu'on ne prend pas la question du fascisme au sérieux, mais c'est probablement aussi qu'on se demande comment faire. Donc il y a une responsabilité collective, moi je pense, de l'inaction, par rapport à l'inaction du mouvement, et c'est pour ça que nous, de CEDEC, on a choisi de rejoindre la coalition Guerre à la guerre. Pour faire une petite transition rapide, je tiens à rappeler aussi que nous, chez CEDEC, en gros, on a plusieurs axes. Le premier, c'est de reconstruire une hégémonie politique depuis nos judéités, et c'est pour ça qu'on ratisse assez large. Hein. Nous, on a des mouvements qui sont issus de l'ultra-gauche autonome, et des gens de la France insoumise, et de toutes les organisations politiques constituées de gauche de rupture, c'est-à-dire les personnes qui dénoncent l'islamophobie, qui ont un discours clair sur l'antiracisme, et en fait, c'est avancé. Et le deuxième point, c'est les actions, et le troisième, c'est de retrouver en fait une dimension communautaire à nos judéités, avec l'organisation d'événements,
qui peuvent être de type religieux ou cérémoniel, avec l'organisation de concerts, l'organisation d'un ciné-club décolonial dans lequel on donne aussi la parole à d'autres minorités qui sont racialisées. Et si on s'est inscrit du coup dans cette dynamique de guerre à la guerre que je vais vous présenter, c'est parce qu'en fait on ne peut pas faire non plus comme si ici on ne pouvait pas avoir une réelle influence sur le reste du monde. On est le deuxième vendeur d'armes au monde. On est un pays, en fait, dont la puissance aujourd'hui, le rôle qu'elle peut avoir au Conseil de l'ONU, etc., est directement hérité du pillage, de l'extractivisme et de la mainmise, sur ces anciennes colonies. On est un pays aussi qui a encore des colonies, il y a des bases militaires absolument partout. Donc, dans le rapport de domination qu'il peut y avoir entre le Nord et le Sud, qui est aussi civilisationnel, c'est pas pour rien, en fait, que les pays du Sud sont maintenus dans un état économique aussi désastreux. On est un pays qui vend des armes, absolument toutes les puissances fascistes. Alors il y a l'Inde, dont on parle quasiment jamais, mais qui joue quand même un rôle assez central dans la fascisation du monde, Israël, des régimes ultra-autoritaires comme l'Égypte, comme les monarchies absolues, du Golfe. On est un pays qui a cumulé des interventions absolument désastreuses contre lesquelles on n'a rien fait. De toute façon, il n'y a pas eu de mouvement anti-guerre réel depuis l'intervention en Irak en 2003. Je pense que ça correspond aussi à un affaissement du mouvement altermondialiste et peut-être d'une absence de perspective derrière, en fait, autre que dire, bon, bah voilà, on est ensemble dans le monde, etc., mais on ne sait pas forcément quoi en faire. Les interventions auxquelles on a participé, à savoir l'anéantissement de la Libye, les bombardements incessants en Afghanistan et plus récemment les interventions au Sahel, ont des effets concrets. Ça produit de l'exil forcé, ça produit des situations géopolitiques qui sont totalement instables. Et de manière générale, on s'est dit qu'en fait, il fallait trouver un moyen de renouer avec une tradition à la fois antimilitariste et anti-impérialiste qui n'existe plus, concrètement, en s'inspirant par exemple de ce qui a pu se passer dans les années 70, tout contexte confondu, au moment de la guerre au Vietnam. Et on s'est dit qu'en fait la question de la domination policière, du système de militarisation forcée, etc., finalement se retrouvait un petit peu à l'intersection de plusieurs luttes. Pourquoi ? Parce que, en France, on vend des armes dites non létales au reste du monde, qui sont utilisées avant tout dans les colonies, comme c'est le cas en Kanaki, 11 morts, aucune réaction, super, on n'est plus en 1988 au lendemain du massacre d'Ouvéa, dans les quartiers populaires, avec la création d'unités spéciales. La BAC, ça vient pas de n'importe où, ce sont des anciens de l'OAS qui l'ont créé en 1994, d'abord en Seine-Saint-Denis, avec des expérimentations en Martinique, puis en Guadeloupe, puis maintenant un peu partout. L'expérimentation continue dans les stades de foot, elle touche le mouvement social, et puis finalement elle touche l'ensemble de la société au fur et à mesure. Ça, je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que vous êtes déjà au fait de cette question-là. Mais c'est impossible de ne pas faire le lien entre la militarisation de la société, les ventes d'armes et la répression. Si je vous parle de ça aussi, c'est parce que, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil, j'ai beaucoup de choses à dire, j'essaie d'être synthétique, je sais que c'est pas évident, désolé si c'est un peu fouillis. C'est que justement la France se retrouve donc à être le centre névralgique de la domination policière et de la société de contrôle. On est le pays dans lequel il y a les plus grands salons d'armement et de surveillance. Milipol, Eurosatori et le salon du Bourget. Dans ces salons-là, la Russie n'y participe plus, mais ça ne veut pas dire que des entreprises françaises ne trouvent pas des moyens pour leur fournir des armes. C'est par exemple le cas de Micro-STM, je ne sais plus le nom exact, mais qui a été épinglé en fait pour vendre des puces et des composantes aussi à la Russie. Puis, de toute façon, que la Russie participe ou pas, on s'en fout, c'est des marchands de mort. C'est des stands dans lesquels, évidemment, il y a des stands d'Israël en plein génocide, mais vous avez d'autres puissances autoritaires, comme la Turquie, comme la Chine. Et en fait, l'ensemble des fabricants d'armes ou de composantes militaires participent à ces salons-là. Partant de ce principe-là, il y a tout un narratif qui se fait autour du besoin de remilitarisation, d'un discours qui l'accompagne à travers des campagnes comme le SNU, on veut nous mettre au pas, à travers l'utérus des femmes qui deviendrait du coup une arme de réarmement démographique, voire peut-être même un missile solaire, pendant qu'on y est. À travers des politiques écocidaires et aussi des combats qu'on peut mener, typiquement
le Larzac ou Notre-Dame-des-Landes. On se bat aussi contre une occupation militaire. Le Vietnam, c'est un exemple d'écocide et c'est le premier écocide de l'histoire. C'est un des premiers écocides de l'histoire. Pour faire le lien avec Israël, pareil. On va couper et raser des millions d'armes, etc. On se dit qu'en fait, la question de la militarisation et de la domination policière, du coup, synthétise un petit peu toutes les luttes qu'on devrait avoir et qu'elle commence avant tout par lutter contre l'impérialisme dans lequel nous vivons et auquel, en fait, nous contribuons. Et la première étape, ça va être d'organiser une rencontre déjà interorganisationnelle autour du salon du Bourget, qui est le plus gros salon d'armement au monde, déjà pour faire un peu un état des lieux et de voir où la gauche en est. Je veux dire, là, il y a des coupes budgétaires, il y a des coupes budgétaires qui sont énormes, qui vont être de plus en plus importantes. On va toucher à des livrets A. Pour le moment, il n'y a aucune réaction réelle par rapport à ça. Et pour lutter contre cet état de guerre, du coup, on va vous donner rendez-vous du 20 au 22 juin à Bobigny. Et il y aura des actions qui sont prévues, etc. On ne va pas en dire plus, surtout qu'on a tous nos téléphones dans nos poches, en tout cas, nous c'est notre cas. Et bien comprendre que pour nous, un antiracisme qui est conséquent doit prendre toutes les dimensions, et ça commence du coup par l'impérialisme, et qui dit impérialisme dit militarisation de la société, et dit état de guerre permanent. Pour en revenir à Gaza, parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai donné beaucoup d'informations sans forcément tout synthétiser, j'avais prévu de faire plus long, mais je pense que le temps nous est un peu compté. Je dirais une chose. Plus jamais ça, c'est pas des mots vains, si on veut se réapproprier nos histoires et commémorer nos histoires juives. C'est un concept qui doit être appliqué partout là où la dignité humaine est bafouée. Et dire ça, en fait, ça ne veut pas dire qu'on compare ce qui se passe à Gaza avec la Shoah. Chaque génocide possède ses spécificités et ses mécanismes. Ça a été le cas du génocide arménien, ça a été le cas du génocide bosniaque, c'est le cas de tout un tas de génocides qui ne sont toujours pas reconnus. En Namibie, avec les Hereros. L'ensemble du continent sud-américain, avec le début de la colonisation. Moi, je dirais que la question ne se pose pas non plus pour les Ouïghours, où là encore, des entreprises françaises collaborent. Donc voilà. Plus jamais ça, partout là où la dignité humaine est bafouée, au-delà même des questions d'épuration ethnique et de racialisation. Et Tahia Palestine.